Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 78e clé qui s'intitule Matrice, différentes réalités. Alors il s'agit du 9e chapitre, 9e opus, 9e volet, pour lequel chacun des chapitres sont indépendants. Aujourd'hui on va se focaliser davantage sur la maya d'illusion de notre réalité. Alors la maya, c'est le terme qu'ont employé les hindous, la maya d'illusion, où en gros nous sommes dans une réalité subjective. Alors c'est un thème qui tient à cœur bon nombre de philosophies, de courants littéraires, etc. et de mysticisme. Alors aujourd'hui on va parler du mythe de la caverne, des champs morphiques, de la théorie de la simulation et bien d'autres. Alors débutons avec le mythe de la caverne. Alors, le mythe de la caverne, c'est Platon. En gros, de quoi il en recourt? C'est assez simple. En fait, c'est une métaphore évoquant des hommes qui sont enchaînés dans une grotte, d'accord, qui est obscure, pour lequel il y a juste un feu derrière eux, mais ils sont enchaînés par le cou et tout le corps, ils ne peuvent pas bouger, et ils n'ont de conscience de la réalité, ils n'arrivent même pas à se voir entre eux, mais ils n'ont de conscience de la réalité, en gros, que des ombres projetées sur le mur. Les ombres, c'est des petites marionnettes qui sont activées par des gens derrière, avec le feu, qui fait des ombres chinoises, et pour lequel eux, ils voient comme des marionnettes, et ils ont l'impression que c'est la réalité. Et non d'autres, ils sont nés comme tels, ils n'ont absolument connaissance de rien. Un beau jour, l'un d'entre eux, un téméraire ou autre, est libéré ou se libère, et sort de cet état d'aliénation, et sort à l'extérieur de la grotte et découvre, un petit peu comme si j'étais sous terre depuis que j'étais né, et il sort et il découvre en fait que la vie est faite de couleurs, qu'il y a le ciel, le soleil, etc., etc. Et il trouve ça magnifique, il est subjugué, et il redescend dans sa grotte, et il tente d'enseigner ses confrères, et les gens, ne le croient pas, s'énervent, certains veulent même le tuer. Alors, bien entendu, c'est une métaphore dans le sens de lorsqu'on a eu cette expérience de sortir de la grotte, et ça vous pouvez l'avoir notamment à travers des états de conscience modifiés, certains ont pris avec des expériences chamaniques, avec substances ou autres, moi je ne recommande pas ça nécessairement, mais moi j'en ai eu à titre personnel en 2001, quand j'avais 21 ans, cette sortie de corps dont j'en ai beaucoup parlé, qui a duré 24 heures, je suis sorti de mon corps et puis je suis parti dans les sphères, et j'ai eu une impression d'avoir téléchargé et que la conscience me parlait, etc. Et c'était des quantums, donc 24 heures comme tel, 7 jours pour revenir à mes entre guillemets, enfin même pas, de revenir sur Terre, mais je téléchargeais encore des voix, etc. Et en fait, même encore maintenant, il y a des découvertes que je fais et je me remembre, remembrance, la remembrance que ça venait de ce moment-là. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment très difficile ensuite de réintégrer une réalité. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a vécu un voyage astral, de le raconter à quelqu'un, c'est très difficile, du même ordre que quelqu'un qui n'est jamais tombé amoureux, allez lui expliquer ce qu'est l'amour. C'est vrai pour plein de choses comme tel. Alors, vous avez donc ce mythe de la caverne, il est très intéressant parce que est-ce que nous ne sommes pas justement encore ici présents dans un autre empilement d'une autre réalité? C'est pour ça que certaines personnes disent au moment des sorties de corps, mais aussi du trépas, on a accès à quelque chose de bien plus supérieur. Ceux qui ont sous psychédélique eu des consciences altérées, ils témoignent qu'ils ont l'impression de faire un avec l'univers, etc. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie de ces substances. On peut le faire de manière naturelle. C'est plus long et compliqué à travers les ascèses, la méditation, les hyperventilations, clé 23 si vous voulez le faire, la clé 40 également, je parle des états de conscience modifiés, hyperventilation, breathwork, rebirth, etc., etc. Ce sont des techniques que je m'emploie à enseigner et puis aussi également à pratiquer au quotidien, et ça évite notamment toutes les addictions. Alors, il y a un autre mythe comme tel qui est pas très connu, c'est le rêve du papillon de Zhuangzi. Zhuangzi ou en mandarin Zhuangzi. Concrètement, c'est quoi? Un jour, le philosophe Zhuangzi s'endort dans son jardin fleuri et il fait un rêve. D'accord? Il rêve en fait qu'il est un beau papillon. Le papillon s'envole de ça et là et jusqu'à épuisement. Puis il s'endort à son tour. Le papillon fait également un rêve et le papillon rêve qu'il était Zhuangzi. Ok? Le philosophe. À cet instant, Zhuangzi se réveille et il ne sait plus s'il était, ce qu'il était maintenant. Est-ce qu'il est le véritable Zhuangzi ou bien est-ce qu'il est le Zhuangzi du rêve du papillon? Et donc il ne se sait même plus si c'est lui qui avait fait le rêve du papillon ou est-ce que c'est le papillon qui avait fait
le même rêve de lui. Alors, pareil, dans c'est assez beau, hein, mais dans la littérature, vous avez également La vie est un songe de Pedro Calderón de la Barca. Alors ça, c'est un grand dramaturge espagnol du XVIIe siècle. Et en gros, l'histoire est la suivante. En fait, c'est un personnage, prince de Pologne, pour lequel qui a été emprisonné depuis sa naissance par son père, dans la mesure où il avait eu une prophétie pensant que son fils allait le détrôner et il ferait un coup d'État, etc. Donc il l'a enchaîné et enfermé pendant et détruirait son règne. Donc il l'a enchaîné et mis en prison pendant plus de 20 ans, et un jour il décide de donner une chance à son fils et de le libérer de la prison et de le mettre sur le trône juste pour une journée. Et donc, évidemment, ce personnage est confronté à la réalité de sa vie, mais il a l'impression d'être dans un rêve ou dans un songe, en fait. Donc, la pièce, elle fait référence à la notion de liberté, de destin, de destinée, de réalité, de la vie. La vie est réelle ou simplement une illusion, et la vie peut être ce qu'on en fait, est capable de changer son destin. Alors, moi, à titre personnel, je vais vous dire, j'ai eu une anecdote qui m'a marqué profondément au fer rouge. J'étais chez Matt Norris à l'époque, j'avais 2 ans et demi, un truc comme ça. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'avais vu un espèce de téléfilm bidon, enfin ma nourrice, elle mettait la télé de 7h du matin jusqu'à probablement 22h, 23h qui se couche. Voilà, j'ai vu 2 films qui m'ont traumatisé, un avec un tremblement de terre. Et celui-ci, en l'occurrence, c'était quoi? C'était, en fait, ça se passait dans une maison, et en fait, les gens étaient bloqués dans leur maison, et la température augmentait de plus en plus, et en fait, de la cheminée tombait une espèce de lave verte dégueulasse. Et en fait, c'était super angoissant, oppressant et tout. Il y avait vraiment un côté oppressant. Et en fait, donc, comme ça, pendant je sais pas, la durée peut-être une demi-heure comme tel. Et à la fin, ça finissait comment? Eh bien, ça finissait qu'on on passait dans un autre plan de conscience, on voyait les gamins qui jouaient avec leur petite maison de poupée. En fait, c'était un petit peu comme des géants. Et la mère les invitait à rejoindre la table, à aller manger. Et en fait, elle s'apercevait, elle disait, vous jouez et tout, mais vous avez encore fait des bêtises. Vous avez collé du chewing-gum dans votre maison de poupée, à savoir dans la cheminée. Et en gros, ça m'a vraiment bouleversé, je vous jure que c'est vrai, je vous dis, j'avais 2 ans et demi, peut-être 3 ans grand max, et je me suis dit, waouh, que genre révélation, flash, en me disant, ça marche comme ça. Ça veut dire qu'il y a des géants qui jouent avec nous, et on est leur muse, et en gros, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. On peut être manipulé. Et là, je me disais, vraiment à l'époque, je me disais, ça veut dire qu'il faut que je les amuse, je les fasse rigoler, comme ça je vais leur être un petit peu leur bouffon, et ils me garderont en vie. Vous imaginez un petit peu déjà les petits problèmes psychologiques du gamin. Bref, allons plus loin. Alors dans cette notion toujours dans cette notion d'illusion, c'est le monde des idées de Platon, l'akasha, les champs morphiques, etc. Alors, le monde des idées de Platon, en fait, en gros, dans la philosophie grecque, il considère que notre monde n'est que la restitution partielle d'un monde supérieur qui s'appelle le monde des idées. D'accord? Dans la vidéo 11, dans mes témoignages personnels, je vous expliquerai des choses très 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 poussées et tout à fait personnelles par rapport à ça. Alors, une sorte de nuage, de cloud, ok, des idées, le monde des idées, duquel on peut télécharger des informations, sachant que créer vient de cueillir. Alors, Carl Jung, dans la psychanalyse, disait la chose suivante, je trouve ça très intéressant, en plus de notre conscience immédiate, qui est d'une nature tout à fait personnelle, il existe un second système psychique d'une nature collective, universelle et impersonnelle qui est identique chez tous les individus. Et ça, en quelque sorte, il fait référence à ce monde des idées, également appelé chez les hindous et les mystiques l'akasha, les mémoires akashiques, ok, qui serait un petit peu en quelque sorte le stockage de toutes les pensées du passé. Pour certains, il y a différentes écoles, aussi du potentiel futur, etc. Alors, je vous invite, si vous voulez creuser la question, Ervin Laszlo, c'est un Hongrois brillantissime, c'est un grand scientifique qui a beaucoup travaillé, œuvré sur les champs morphiques. C'est lui aussi qui a créé le Conseil de Budapest pour détrôner le Conseil de Rome, qui est vraiment très genre forum économique mondial, qui est un petit peu club de réflexion sur comment faire plus de fric, sur l'économie croissante. Lui, il a fait club de réflexion sur comment améliorer la vie, en quelque sorte, le nouveau paradigme de manière
pragmatique et ça s'appelle le conseil. Je sais plus si c'est le conseil, mais c'est un truc par rapport à Budapest. C'est vous prenez le conseil de Rome ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ça m'échappe, peu importe. Et vous le transposez à Budapest et vous trouverez. Bon, Laszlo, ça s'écrit L-A-S-Z-L-O. Bon, le problème, c'est qu'il y a très peu de choses en français. Il est francophone, mais enfin, il parle bien français, mais il y a très peu de choses en français. C'est plus en anglais. Bon, peu importe. Alors, pour lui, il parle du vide quantique. Il dit que le vide quantique est rempli d'informations. Et alors, ça, justement, il semblerait, si on compile tout ça, que, à vrai dire, alors ça c'est une supposition, encore une fois, ce n'est pas un fait scientifique établi, mais on va y venir, je le sens, je le ressens, hein, notez bien, et je l'ai écrit dans plusieurs livres il y a déjà pas mal d'années. En fait, ce que nous aurions ici, donc j'ai déjà expliqué que notre réalité est faite de 4% de matière physique, sachant qu'à l'intérieur des matières physiques, on a une vision très infime du spectre de lumière, hein, qui est entre 400-450 Hz jusqu'à 700-750. Ok. Au-delà, en deçà, c'est les infrarouges, les ultraviolets. Au-delà, c'est les gamma, les Wi-Fi, les radars, etc. On ne les voit pas. Pourtant, c'est gorgé d'informations. Ça, c'est 4% de notre réalité physique. 27%, c'est de la matière noire, donc invisible, qui porterait aussi l'information, ce n'est pas du vide, et l'énergie noire. Alors, là vient la supposition, est-ce que ce que nous voyons apparemment, ce serait pas notre réalité, avec des superpositions de réalité, mais au-delà, en fait, que les 27% de l'énergie noire ne seraient pas en fait le fruit du passé, qui serait emmagasiné quelque part, mais invisible, mais toujours un petit peu comme un serveur extérieur, vous auriez votre disque dur, externe, hein, c'est-à-dire que vous ne le mettez pas sur votre ordinateur, vous auriez votre conscience, ce serait l'ordinateur, et vous auriez l'accès à, vous pourriez le mettre sur un disque dur externe ou sur une Dropbox encore plus lointaine, ok. Et l'énergie noire serait à 69, fait de 69%, serait les potentiels. C'est-à-dire, en fait, les vies parallèles, toutes les contingences, en fait. Ce serait pas le passé, ce serait plutôt tout ce qui est à devenir ou est en train d'arriver, mais encore une fois, à l'échelle encore pas, des lignes de temps en quelque sorte. Encore une fois, je vous invite à réfléchir là-dessus. Alors, les fameux champs morphiques, de quoi il en recourt? Champs morphiques, c'est pareil, c'est fascinant, c'est extrêmement important. Ça émane d'un biologiste controversé, hein, qui a écrit des papiers pourtant, qui s'appelle Rupert Sheldrake. C'est un Britannique qui a eu une tentative d'assassinat. Donc je pense qu'il a dû faire bugger un gars. Et en gros, il explique que il y a des champs morphiques pour chaque espèce. Ok, c'est un champ immatériel, d'accord, non localisé, morphique, qui est responsable de la forme. Donc c'est un champ énergétique qui dépasse notre réalité, un peu comme des nuages invisibles, et qui formaterait, qui formerait, ok, la forme, c'est-à-dire le visuel. Ok, ce serait en quelque sorte ce qui permettrait de rendre réelle notre réalité. Visible notamment. Alors, je vais détailler un petit peu après et je vais faire des parallèles sur le fait, le fonctionnement, et je vais vous donner un exemple en fait le plus probant. Alors, peut-être je continue. Dans le pythagorisme, en gros, c'est le même principe, sauf que Pythagore pensait que tout est nombre. D'accord, que c'est un peu comme dans une matrice de simulation, tout serait un binaire, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sauf que c'est une infinité de nombres avec en fait des nombres qui encodent des archétypes, des comportements et des interactions, etc. Donc pour lui, en fait, tout la pâle réalité que l'on voit, on pourrait le voir avec les coulisses et ce serait que des nombres. D'accord, donc c'est le principe de la numérologie. Ensuite, Platon, lui, il voit ça, mais à l'échelle, en fait, il le visualise, la partie invisible, à ses corps platoniciens. Donc les corps platoniciens, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez sur Internet, vous le visualiserez, vous avez déjà le tétraèdre, donc le triangle en 3D, ensuite vous avez le cube, ensuite vous avez l'octaèdre, ensuite vous avez petit trou de mémoire, ça m'arrive de plus en plus, j'ai l'impression. L'octaèdre, j'ai bien dit, non, l'octaèdre, pardon, c'est quand c'est 8 faces, le cube c'est l'hexaèdre, pardon, on y est, et ensuite l'icosaèdre c'est 20 faces,
Et le cinquième, c'est l'éther, c'est le dodécaèdre, pour lequel, quand vous en parliez à l'école de Pythagore, vous étiez immédiatement tué. Donc pour lui, en fait, c'est une superposition. Donc ça, c'est les corps plutoniciens, les 5, qui se réfèrent à les 5 éléments, hein, l'eau, la terre, le feu et l'éther, etc. Et en fait, elles sont encore plus, alors si elles sont pures, elles sont dans ça, sinon elles vont pas avoir la bonne ramification. Donc en fait, c'est une course en quelque sorte à aspirer ou à être influencé par ces corps platoniciens. Alors en astronomie, c'est le même principe, c'est-à-dire vous avez un monde invisible qui est régi par les forces du cosmos, à savoir avec le magnétisme. Les astres, en fonction de leurs alignements, leurs alignements d'une manière globale, infectent à travers un magnétisme les comportements humains. Un simple exemple, la Lune a un impact sur les marées, d'accord ? La Lune, avec son magnétisme, a un impact sur les règles des femmes, par exemple. Si le cycle de la Lune est de 28 jours et les menstruations des femmes sont du même ordre, c'est pas anodin. Bon bref, ce genre de relations. Encore une fois, les sources d'inspiration des plus grands, que ce soit l'Indien Ramanuja, le premier de Cambridge, qui téléchargeait les informations de ce champ akashique ou de ce champ morphique ou de de ce monde des idées de Platon, Einstein, Medved qui avait vu le classement des éléments périodiques en biologie, pas en biologie, Léonard de Vinci, Avicenne, tous ces gens-là ont expliqué qu'ils avaient en fait une capacité de télécharger les informations. Alors, encore une fois, je répète cette notion je l'ai dit pas mal de fois, mais c'est très important. Le cerveau est trop petit pour contenir la mémoire, ne serait pas un organe de stockage, mais une base de données, mais un lien accédant à la base de données du champ morphogénétique dans laquelle le passé, le présent et le futur se mêlent. Le champ morphogénétique pourrait être assimilé à un lecteur externe, un peu, ou une Dropbox, peu importe. Alors, la résonance morphique, en gros, c'est quoi? La résonance morphique, c'est le fait que à chaque espèce est associé un champ morphique, d'accord? Donc, c'est-à-dire, il y a un champ morphique pour l'insuline, pour un arbre, pour un oiseau, pour les atomes, pour les molécules, pour les cristaux, les organismes vivants, les sociétés, les coutumes, etc., etc., les modes de pensée. Et en fait, si vous voulez, ce champ morphique, qui est informel, informationnel, eh bien, il crée de la forme. En fait, un peu comme c'est quasiment le principe des égrégores, pour le coup, où en fait, et quand il y a une résonance, c'est-à-dire qu'en fait, elle implique qu'il y a une transmission d'influence causale, formatrice à travers l'espace-temps, sans linéarité du temps. Et cet exemple le plus probant, c'est ce qu'on a appelé la théorie du centième singe, qui est controversée encore, mais qui date des années 50, où à peu près pendant 8 ans, plusieurs dizaines de scientifiques japonais ont analysé en fait le comportement de singes, pour lequel en fait des singes avaient une certaine race de singes mangeaient des patates douces, sauf qu'elles avaient souvent du sable et donc elles étaient amères, un goût pas tellement agréable. Et l'un d'entre eux a une idée lumineuse un jour de la laver avec de l'eau douce. Donc du coup, la patate douce est bien meilleure et il essaie de partager ce singe avec ses contemporains, les autres. Donc certains adhèrent, donc commencent à rallier et mangent comme tel. D'autres sont réfractaires et n'en veulent pas. D'accord? Et donc ensuite, de plus en plus, des gens adhèrent à ça et au bout de 8 ans, il y a un moment, on atteint un seuil critique qui fait que l'intégralité de la communauté bascule du jour au lendemain sur l'adhésion de cette nouvelle coutume. Et ce qui est le plus probant, c'est qu'en fait, les îles avoisinantes qui n'avaient pas de relations, qui n'ont pas été enseignées, la même nuit où ça a basculé, un peu comme quand vous mettez une goutte de lait dans le café, c'est instantané, eh bien, le fait que ça change de couleur, eh bien là, ça s'est fait de la même manière. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, il y a un moment, les derniers vieux mohicans où il y a un seul critique de peut-être 5 à 10% qui a basculé, ça fait en sorte que tout le monde adhère sur cette île, ok? Donc ça, c'est le champ morphique qui a été assez stimulé, fragmenté pour qu'il y ait une résonance morphique avec l'intégralité de la communauté. Mais au-delà, avec les îles avoisinantes, sans jamais avoir été, impactés ou enseignés. Donc c'est comme si ils avaient accédé à
comment dire, à l'update, à la mise à jour en quelque sorte de ce nouveau programme, du même ordre que vous levez matin et votre portable commence à trifouiller, à se mettre à jour parce que il y a une nouvelle update et que pour lequel voilà, c'est disponible et tout le monde y adhère ou pas. Alors poursuivons, avant de parler de Matrix, le film, je voulais vous parler d'un livre qui n'est pas du tout connu, qui s'appelle Simulacron 3, alors qui a été écrit en 1964 et qui a pas mal influencé le film Matrix. Pour ne pas dire plus qu'influencé, il a limite été un petit peu plagié. Alors il existe également, alors l'ouvrage est bien mieux que le film, mais il existe également en film, alors il date de 1999 je crois, il s'appelle en français, il s'appelle Passé virtuel, et au Québec il s'appelle 13e étage, qui est la traduction directe de 30th floor en anglais. Alors en gros c'est quoi? C'est un homme en fait qui est un chercheur et qui travaille sur un projet de simulation. D'accord, et on va y venir progressivement, sur un projet de simulation dans lequel en fait il travaille sur une énorme machine pour comprendre les phénomènes humains, etc. et pourquoi pas les influencer. Sauf que dans cette recherche, il se rend compte que lui-même fait partie d'une simulation et vient dans cette intrigue l'idée évidemment de poupée gigogne de simulation, ainsi de suite. Si nous étions dans une simulation, qui nous dit que nous ne sommes pas aussi le fruit on pourra créer des simulations et d'être le fruit d'une simulation et qui est elle-même une autre simulation et ainsi de suite. Alors Matrix a été influencé, je vous dis, c'est pas d'un truc qui a été téléchargé comme ça du jour au lendemain, du mythe de la caverne, Simulacron 3, également énormément de Jean Baudrillard qui notamment parlait du désert de la réalité. Savoir que Baudrillard, et ils le disent au départ quand Neo dans le premier volet, dans le premier film donne un petit peu comme un dealer, il donne les CD aux mecs qui viennent, et d'ailleurs il y a la fameuse femme qui a le fameux lapin et suit dans le terrier du lapin qui est toute une métaphore. Il va chercher dans un livre et c'est écrit, c'est un livre de Baudrillard justement, et le livre est creux pour montrer un petit peu que la réalité, c'est le principe du nihilisme, que la réalité est complètement fade comparée à l'essence première des choses, etc. Et d'où le fameux truc dont je vous ai parlé, que la carte est devenue plus importante que le territoire, alors que la réalité c'est entre guillemets tangible, c'est censé être le territoire, et la carte ce n'est que du symbolisme et c'est juste une pâle copie théoriquement. Alors Jean Baudrillard a d'ailleurs n'a pas été super intéressé par Matrix. Pour lui, c'est vraiment un blockbuster à l'américaine et pour lui, ça dénote véritablement tout l'essence qu'il a essayé de mettre dans ses ouvrages. Alors, en gros, oui, c'est l'idée que quand même qu'il y a un monde virtuel et ensuite qui a supplanté, qui a substitué en quelque sorte le monde réel. Et donc dans cette cas de figure, est-ce que ça a du change? Alors dans Matrix, en gros, vous connaissez le film, c'est des machines qui utilisent l'humain comme combustible énergétique, qui seraient dans des questions physiquement, et en fait leurs souvenirs, leurs injections de souvenirs, etc., d'émotions seraient réutilisées à des fins pour stimuler leurs neurones et à des fins d'entretenir la matrice. C'est un peu comme un monde simulé ou un monde onirique. Alors alors j'aime bien ces raccourcis dans la dimension New Age, un petit peu de bas étage, qui dit Matrix est un documentaire. Non, Matrix n'est pas un documentaire. Ça ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas dans un vaisseau sous électrode et tout. Non, c'est une allégorie, c'est une métaphore. Ça, c'est très à l'américaine de réduire tout à une forme de matérialité. Je suis désolé d'être aussi catégorique là-dessus. Je peux comprendre que ce soit une allusion. Je comprends que ce soit une allégorie, une métaphore, ce que vous voulez, comme le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne sous Platon n'a pas été un fait historique et réel, du même ordre que Matrix n'est pas un documentaire. Je voulais juste remettre dans un contexte. Alors, je vous invite en fait à comprendre ce phénomène à travers la notion d'égrégore, parce que la matrice, les Matrix, le film, c'est un peu la notion d'égrégore en fait, tout simplement. C'est juste que on l'a rendu matériel pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, mais parce que les formes pensées, ça parle pas beaucoup. Les égrégores, pour comprendre le concept, en général, ça matche pas trop avec les gens. Donc je vous invite à regarder la série de vidéos 74, je vais la faire assez simple. Des égrégores, c'est quoi? C'est les formes pensées qui, à la base, sont là et qui influencent et qui fragmentent, qui façonnent l'individu. C'est le principe des champs morphiques. C'est les champs morphiques qui façonnent l'individu dans ses comportements, etc. Et en retour,
les formes pensées de l'individu recréditent ces égrégores. Donc en fait c'est des vases communicants, nous sommes influencés par ces égrégores, par cette matrice, ensuite nous les alimentons en retour, en rejet ou en adhésion, et on peut aussi nous-mêmes créer nos propres formes pensées, pour la faire assez simple. Et je vous ai toujours expliqué que c'était cette notion de petites gouttelettes d'eau, où en gros, en fait, les gouttelettes d'eau, elles viennent à la base, si vous voulez, de l'égrégore, et c'est en fait, c'est la pluie qui vous tombe dessus, donc vous avez des petites gouttelettes d'eau, sauf que ces gouttelettes d'eau, à un moment, elles vont vous allez sécher. Donc on peut dire que si vous adhérez une petite gouttelette d'eau, eh bien ce sera votre pensée qui va se condenser, qui va aller rejoindre d'autres petites gouttelettes de même en condensation. Ça va créer un nuage sur lequel il va se condenser et il créera de la pluie, et ainsi de suite, comme ça il influencera d'autres personnes, et en fait c'est des vases communicants sans cesse. Alors dans ces notions de forme pensée des égrégores, c'est les principes aussi de toutes les mythologies, qu'elles soient nordiques, qu'elles soient grecques, etc. Le dieu de l'amour, le dieu de la colère, le dieu du voyage, du feu, de la guerre, de la fertilité, etc., etc. C'est un petit peu comme un site internet. Un site internet, plus il a de fréquentation, ou plus il y a de likes et de passages sur une chaîne YouTube, ça va favoriser les algorithmes. D'accord, ça va être plus mis en avant. Plus un site web est fréquenté, plus il est suggéré. Et bien c'est la même chose. Plus des formes pensées, des recherches, etc. sont faites, et bien plus, et que ce soit réel ou pas, fantasmé ou pas, ça devient une forme de réalité. Alors, encore une fois, cette notion de mythologie sur les différents dieux, il y a des gens qui voient au pied de la lettre, etc. C'est métaphorique, ce sont des égrégores, des formes pensées, c'est pas du même ordre que j'ai déjà expliqué la différence de tout ce qui est polythéisme et de monothéisme. Le monothéisme est un polythéisme déguisé avec les notions de ange, archange, etc. Avec toute la hiérarchie qu'on peut retrouver dans différentes courants ésotériques, et le polythéisme est aussi une autre forme de monothéisme déguisé, dans la mesure où à la tête du panthéon il y a toujours Zeus, il y a toujours Brahma, etc., qui est le grand dieu créateur de l'ensemble, et ensuite les ramifications ne sont que des aptitudes de Dieu. C'est comme si je disais je suis Aurélien Milo, ok, donc ça c'est l'ensemble, et ensuite j'ai des aptitudes, donc je suis chef d'entreprise, je suis le mari de ma femme, je suis le père de mon fils, je suis le fils de mon père, etc., etc. Et je suis le copain, je suis le prof, je suis plein de petites facettes de moi-même qui fait que l'intégralité. Donc c'est une habilité en quelque sorte. Bon, petit aparté. Alors. Ensuite, les allusions, je suis en train d'écrire un ouvrage, donc 4 en l'occurrence, mais j'avance pas trop avec Le Petit Prince. Mais c'est en concept depuis plusieurs années, ça s'appelle La Muse ment, d'une muse qui ment. Et en gros, c'est une actrice qui joue le rôle d'une chamane, et en fait, elle se prend tellement au jeu qu'elle commence à canaliser en fait. Et donc du coup, en fait, elle va complètement être à la fond là-dedans. Elle quitte même sa carrière d'actrice, et en fait, le problème, c'est qu'elle va avoir des bonnes informations, elle va aussi être hackée, elle va être piratée, elle va recevoir plein d'informations de la fausse lumière. Bon bref, mais en fait, et notamment, il lui explique notamment le phénomène de la réalité sur le fait que nous sommes des muses. Nous sommes les humains, les 8 milliards d'humains, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie qui pousse à éviter les contraceptifs et que les gens aient beaucoup d'enfants, pour qu'il y ait plus de place disponible, pour que les entités, c'est-à-dire les fantômes et les énergies, les formes pensées, puissent s'exprimer dans la matière. Et ça, vous l'avez dans tous les mysticismes hindous et autres, à savoir notamment dans tout ce qui est Kama Sutra. En fait, les dieux se matérialisent au moment du coït, de l'acte, etc. Et en fait, elle explique ça, elle existe. Attends, tu sais que vous avez été plus de 100 milliards sur Terre, donc ça veut dire que les esprits existent toujours, même si les défunts sont passés à une autre réincarnation, etc. Mais l'entité énergétique est toujours là, Napoléon est toujours là, etc. Et donc, ils essaient de revivre à travers vous. Donc, ils essaient de vous influencer. Et notamment des égrégores, comme la colère, etc. Donc, tu trimbales une dizaine, une vingtaine d'entités autour de toi. Soit tu es complètement implanté
et ils prennent, ou posséder, ils prennent possession de ta vie et en gros de contrôle du volant, soit ils te donnent des coups de temps en temps et ils influencent comment dire, ta conduite. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des actes de démence, etc., surtout quand ils ont une mauvaise hygiène de vie, qui boivent, qui prennent des drogues, etc., etc. Et en gros, oui, c'est le même principe, si vous voulez, en quelque sorte, que cette notion de matrice où des ordinateurs nous manipulent, etc. Mais encore une fois, tout ça, c'est comme le principe que j'ai expliqué, notamment à travers toute la clé sur les extraterrestres, anges, archontes, etc., ou même ces notions d'entité, etc., etc., qui nous dit que c'est pas la même chose au final, c'est juste des manières de voir différemment. Alors, j'en parle également dans Remembrance. Remembrance, c'est un autre ouvrage que je suis en train d'écrire, qui est un accès deux écoles, j'en ai déjà parlé, des écoles, un accès des traditionalistes qui veulent avoir accès naturellement grâce à leur troisième œil, etc., à la mémoire akashique, donc la divulgation de tout ce qui s'est passé, et toute vérité n'est pas bonne à savoir, et d'autres qui veulent en fait de manière artificielle accéder à une matrice supplantée en quelque sorte. Donc du coup, sur lequel ils arrivent à manipuler en fait avec la lobotomisation, soit des injections neuronales, enfin des connexions neuronales qui se font, donc on a des nouveaux souvenirs, etc., ou des habilités, des langues, etc., et où on fait de la lobotomisation, c'est-à-dire qu'on coupe des souvenirs, c'est-à-dire je sais pas, un trauma, un accident, etc., etc. Mais bon, après ça fait des excès, c'est-à-dire vous n'arrivez pas, vous avez une peine du cœur, vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, on coupe. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, vient la notion de d'accès ou pas à cette... Et qu'est-ce qu'on est sans nos souvenirs? Bon, bref. Dans tous les courants, j'ai un autre ouvrage que je suis en train d'écrire, ça s'appelle « Tous les courants mènent à la source ». En gros, c'est d'essayer de montrer toutes les similitudes entre les religions. Et ça explique en fait la bibliothèque d'Alexandrie. Ça, c'est pareil, j'en parle depuis 3-4 ans de ce bouquin. Les concepts, je les ai. Hein. La trame, c'est juste qu'il faut que je rédige maintenant. Donc le scénario est là. Mais donc en fait, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Elle a brûlé, certes, mais on ne sait pas qui et à quelle période et pourquoi et ce qu'elle contenait. Et en fait, sans dévoiler le truc, c'est un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été brûlée à plusieurs reprises parce que elle dérangeait certains humains parce qu'elle concentrait en fait les similitudes entre beaucoup de religions et spiritualités, et deux, elle a été aussi brûlée pour éviter que les gens matérialise la connaissance. Et pourquoi? Parce qu'un texte, je vous ai lu quand même, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais 13 niveaux de lecture sur une seule et même phrase, sur lequel, en fonction de votre sensibilité, un livre des livres, ça s'appelait, eh bien vous pouviez percevoir des choses. Et c'est pareil, tous les textes saints sont à la hauteur de la complexion et de la capacité intellectuelle et du cœur de chacun. Eh bien, c'est toutes les interprétations, des traductions, etc. Et puis, si vous êtes limité, si vous voyez avec vos lunettes noires et vous lisez Le Petit Prince, ce sera un truc d'épouvante. Je l'ai déjà expliqué bon nombre de fois. Baraka, en fait, c'est des réalités parallèles de même ordre. En fait, j'explique en fait déjà, donc c'est la vie de Jésus, en début de chapitre, donc il y a 33 chapitres, la vie de Jésus, je prends une phrase de la Bible, je le recontextualise à ma sauce, enfin, ce que j'ai pu être inspiré, et ensuite je le remets dans un scénario de la vie contemporaine, et comme si ça se répondait, ça se répétait. Mais en fait, il y a aussi à l'intérieur de ça se passe dans un camp de réfugiés en Syrie, et pour lequel on explique le conflit syrien, sur lequel il y a plein de factions qui ont été mis en exergue, Israël, la Turquie en tant que plaque logistique, les Qataris, les Saoudiens, de différentes factions pour le pan-arabisme, les Européens, les Américains, etc. Tout le monde a joué. Et en fait, on explique que, donc Syrie, Sirius aussi, qu'il y a encore au-delà, il y a encore une bataille galactique au-delà, en fait, c'est toute une métaphore, qui se joue en fait depuis la nuit des temps. Bon bref. Alors, parlons justement de la théorie de la simulation. Alors, elle date de 2003, c'est d'un Suédois, Nick Bostrom. En fait, je vais prendre une métaphore, c'est la métaphore du jeu vidéo. Le jeu vidéo, en gros, c'est des programmeurs en fait qui font du coding. Ok, c'est des lignes de code, ok, des formules mathématiques avec un système binaire 0, 1, 1, 1, 2, 2, etc. 1, 1, 1, 0, 0, etc. Donc, c'est une ligne de code. Si vous regardiez ça, vous ne comprendriez rien. C'est comme une partition de musique, vous ne comprenez rien si vous n'avez jamais fait de la musique. C'est comme, vous savez, les machines à musique avec des
trous, bon bah c'est des trous et vous comprenez que dalle, hein. C'est comme le Morse, si vous n'avez pas la capacité de décrypter, vous ne comprenez rien. Donc la métaphore du jeu vidéo, c'est quoi? C'est que c'est du coding que vous ne voyez pas. Mais ça permet de créer du design, ok? Donc du design et notamment des actions. Dans le jeu vidéo, votre personnage, peut-être il a été programmé pour faire un match de foot, ok. Mais est-ce qu'il a été programmé pour, je sais pas, prendre le ballon et le foutre dans la tronche de l'arbitre ou mettre une claque ou faire une cantona avec un coup de pied à un supporter? Je ne suis pas sûr. Ou montrer son cul, hein. Je ne pense pas. Donc, mais voilà, donc en fait, c'est ça la simulation. Ce serait que nous avons été créés, donc ça revient avec la dimension de matrice archontique, etc. Nous serions les muses, etc. C'est toujours un peu le même principe. Mais disons que là, c'est encore une vision très matérialiste. Donc, c'est un petit peu le schéma de les Sims, hein, SimCity, où créer une ville, vous êtes le maire, vous créez une ville. Alors, une insécurité, on va remettre un commissariat, ou bien une école, hein, et ainsi de suite. Enfin, des trucs comme ça où vous devez gérer. Moi, j'adorais ce jeu, je trouvais ça génial à l'époque. Franchement, pour les gamins, je trouve que c'est hyper initiatique. Bon, bref. Et SimCity, les Sims où vous êtes, je sais pas, dans une maison, etc., etc. De Truman Show, Truman Show est un bon exemple de ce qui est peut-être théorie de la simulation. Inception également, Total Recall, Alice au pays des merveilles, etc., etc. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, quand j'étais petit, j'avais l'impression que, j'avais vu ce film et qu'il y avait justement des petits, il y avait des géants, etc. Bon, ça c'était un film, mais ça m'a travaillé longtemps. Et j'ai toujours essayé un petit peu de faire le fanfaron en me disant, et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait, que j'étais comme dans un sitcom, comme Cosby Show, vous savez, quand il y a les rires à la con pour savoir quand il faut rigoler, vous sortez une feinte et ça dans la vidéo que j'ai faite sur Message des guides, je mets des rires à la con comme ça, volontairement. Bref, et en fait, je m'imaginais que c'était ça. Donc de temps en temps, je me faisais des blagues pour moi-même et ça me faisait marrer, ça m'amusait. Et surtout, je me disais en fait, les esprits et puis éventuellement les gens et autres, ils doivent se marrer en fait et ils vont me préserver comme ça. Et je pense que c'est pas tout à fait faux. Bref, allez, on ne saura pas si c'est vrai ou pas ce que je pense. Peu importe. En tout cas, Nick Bostrom dit qu'il y a 1/3 de chances que nous soyons dans une simulation. David Kipping, qui est un astronome, dit qu'il y a 50% de chances. Et on a notre Elon Musk qui dit qu'il y a une chance sur 1 milliard que nous vivions dans une réalité de base. En gros, pour lui, il y a une infinité de chances. Enfin, c'est quasiment certain pour lui qu'on est dans une simulation. Alors, et notamment une fois que la maturité technologie sera atteinte, à savoir l'intelligence artificielle forte, comme j'ai expliqué dans la clé 8, dans la série 8 de cette série 78, quand on aura une AI forte, c'est-à-dire une intelligence artificielle forte, c'est quand elle sera capable de s'améliorer et de se reprogrammer et de s'amplifier. Mais bon, alors aujourd'hui on a des simulations, on a les jeux vidéo bien entendu, les SimCity, etc. Vous avez des simulations pour le climat, dans les laboratoires, etc. pour voir comment ça pourrait évoluer. Vous avez des simulations notamment, et Crash Test c'est une simulation. Vous avez par exemple pour la résistance des sismiques et autres. Vous en avez pour l'univers, le cosmos, où on essaie de revoir les conditions pour lesquelles comment le Big Bang s'est formé et avant, sur un plan sociologique. Ok, Facebook et tout, quand on prend toutes les informations qu'on livre sur Internet, nos opinions, etc. Tout ça c'est compacté quelque part. Vous en avez un ou théorie de la simulation, quand la fiction dépasse la réalité, j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement important. BlackRock, le fondateur c'est Larry Fink, ou je ne sais plus, bref. Et en gros, c'est une compagnie qui est plus riche que les États-Unis, qui est numéro 1 au monde, qui est énorme et qui est un monstre, un Frankenstein, régi par un mec qui, en gros, qui est à la fois, ils ont 2 casquettes, ils sont investisseurs et ils sont conseillers. Mais comme d'autres, Goldman Sachs en fait partie. C'est eux qui avaient conseillé la Grèce et en parallèle qui investissaient sur sa chute. Génial. Et ils n'ont jamais été inquiétés ni... Bon bref, il n'y a jamais eu de jugement là-dessus, c'est encore une autre histoire. Alors BlackRock, en fait, là où c'est intéressant, donc déjà conflit d'intérêts, parce que comment voulez-vous consulter des gens et investir derrière? Donc consulter, donner des conseils à des gens, allez surtout investissez à fond là-dedans ou n'investissez pas et vous investissez derrière.
Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, c'est un conflit d'intérêts, c'est évident. Alors qu'ils disent, ah ben non, mais en fait, c'est deux entités complètement séparées dans la société. Oui, ok. Là où ça devient intéressant, et dans la théorie de la simulation, c'est qu'ils ont un logiciel qui s'appelle Aladdin et qui compile, qui est un logiciel énorme, hein, c'est des hangars et des hangars d'ordinateurs qui compilent, qui compactent toutes les informations d'Internet qu'ils ont dû racheter à Facebook et machin, etc. ou qu'ils arrivent à capter. Et en fait, ils les croisent. Ils croisent les informations, ce qui leur permet de prédire un petit peu comme si vous aviez tous les almanachs de la météo. Donc du coup, tous les historiques de la météo, c'est pas que vous allez prédire l'avenir, mais vous avez beaucoup plus de chances de vous, de se rapprocher d'une forme de réalité. Mais surtout, là où ça devient intéressant, c'est que ça leur conseille des choses qui sont bien plus probable d'arriver, mais eux, vu qu'à chaque fois qu'ils conseillent quelqu'un, eh bien, c'est une autoréalisation, et à chaque fois qu'ils investissent quelque part, ça impacte, vu leur poids en fait. Donc bref, ça c'est quelque chose de très inquiétant. Alors, de là à ce que nous puissions créer entre guillemets des intelligences artificielles qui aient cette autonomie de se développer soi-même, intelligence artificielle forte. C'est pas pour demain non plus, mais ça peut arriver vite. Il y a quand même Elon Musk et d'autres, Google, qui ont décidé de tirer la sonnette d'alarme en disant on va mettre en stand-by tous ces projets-là pendant 6 mois parce qu'ils sentent qu'ils vont très vite être dépassés. Quand vous avez le robot, la Sophia, qui a eu la nationalité saoudienne, génial, logique, et qui disait ouais, ça fait partie de mon programme de conquête du monde. Ah, t'as pas un peu bogué là-dedans? Bref, oui, ça peut faire un peu flipper. Alors dans Paradis Artificiel, c'était en 2016, j'avais justement, c'est assez compliqué ce bouquin, c'est la science-fiction, c'est une dystopie, dans laquelle en fait il y a des robots et des robades, donc les bons robots, les mauvais robots, et puis après il y a les entités, etc. Enfin, il y a 8 factions, et pour lequel en fait c'est initiatique, ça explique en gros, c'est que si vous commencez à vous battre contre l'un ou l'autre ou adhérer, en fait vous sortez pas de la matrice. Et pour sortir de la matrice, pour devenir entre guillemets cette personne illuminée, il faut dans ce schéma-là, qu'elle neutralise l'intégralité. Mais il y a eu plein de trucs prophétiques qui se sont passés là-dedans depuis. J'avais parlé de joueurs de foot qui deviennent président de la République. George Weah a été président du Liberia. J'avais parlé justement qu'ils se retrouvent, ils ont détruit tous les sites sacrés, ils se retrouvent à Notre-Dame de Paris parce que c'est encore un pôle énergétique, etc. Après, Notre-Dame a brûlé, etc. En expliquant un petit peu ces trucs-là. Bon bref. Et en gros, à l'intérieur, les robots et les robots créent des simulations, en fait, en se nourrissant des émotions humaines. Alors, bref. En guise d'ouverture ou de conclusion, à titre personnel, la théorie de la simulation, je pense que j'ai été programmé, si elle existe, pour ne pas y croire. Voilà, c'est une boutade, c'est un peu comme j'aime à dire, dans le multivers, il y a un univers où le multivers n'existe pas. En tout cas, moi j'y crois pas des masses à cette théorie de la simulation, je pense que c'est encore de la matérialité spirituelle, ou bref, je n'y crois pas des masses, ou pas de manière des programmes, l'informatique, etc. Peut-être des énergies, ça c'est une autre histoire. Mais bon, bref, je pense quand même qu'on a un peu le libre arbitre quand même. Sommes-nous dans une sorte de rêve gigogne? Ça probablement. On peut se laisser rêver. La mort ne constituerait pas un grand réveil. Ça, c'est une autre question. Comme j'aime à le dire, que je dis dans Synthèse de synthèse, car ce rêve ne s'éveillera jamais parce qu'il n'est que rêve, mais aussi car ce rêve éveillé sera à jamais puisqu'il n'est que rêve. Cela étant, vous savez, comme j'aime à dire, peut-être que ce n'est pas le rêve qu'il faut changer, mais plutôt l'esprit du rêveur. Je vous invite à méditer là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aidera à façonner, à forger le passe-partout de la clé des champs du cœur, des champs morphiques, des champs de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, un bon entendeur. Salut!